Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant les méthodes organisationnelles. Nous avions vu précédemment qu'il existe une méthode, le front unique, qui permet, concernant les alliances, de dépasser à la fois le puritanisme et les compromissions opportunistes. Son but est alors de combiner un cercle d'alliances restreint, nécessaire pour ne pas se trahir, avec une force de frappe importante, nécessaire pour peser politiquement. Reste encore à le décrire. Pour commencer, le front unique prend deux dimensions, une dimension tactique et une dimension stratégique. La première consiste à se rapprocher de forces politiques différentes en s'adressant directement aux travailleurs pour leur proposer d'agir, en s'accordant explicitement sur des questionnements et actions délimitées, pratiques et communes, mais tout en restant libre de mener en parallèle sa propagande, y compris en défendant sa propre orientation pour les luttes à mener, ainsi que toute latitude pour critiquer les partenaires. Le principe est alors d'agir ensemble contre un ennemi commun, frapper ensemble, tout en conservant l'indépendance politique et organisationnelle de nos mouvements, marcher séparément. Ainsi ne s'agit-il ni d'une alliance, ni d'une proximité de coïncidence. On peut ainsi résumer le front unique par la métaphore militaire, frapper ensemble, marcher séparément. Ces deux aspects ne sont pas séparables. Car d'une part, frapper ensemble est nécessaire pour peser au sein des luttes de masse et démontrer qu'on est meilleur que nos alliés, notamment en mettant en évidence les erreurs et renoncements des organisations partenaires, les compromissions des groupes opportunistes et électoralistes, leurs limites théoriques organisationnelles vis-à-vis de l'action aux côtés des masses, ainsi que leurs vacillations au moment d'agir. C'est d'ailleurs pour cela que si le front unique doit bien évidemment être orienté vers la base pour la convaincre, il doit aussi l'être vers la direction pour la pousser à agir et donc à mettre par là en évidence ses multiples limites. Alors que refuser catégoriquement de le faire conduit à se marginaliser en refusant l'indispensable levier de mobilisation qu'est l'action pratique. Il faut alors participer aux luttes de masse, compatibles avec nos buts et y effectuer quelques actions communes si l'on veut que lesdites masses nous rejoignent. Un avantage tactique du front unique est donc que sa victoire aboutit au renforcement des organisations qui ont permis cette victoire, y compris la nôtre. Et d'autre part, marcher séparément est nécessaire pour ne pas se trahir, nous et l'indépendance de classe du prolétariat, en s'alliant bêtement avec des réformistes, si ce n'est des bourgeois, qui poseraient comme préalable à l'alliance le respect des institutions bourgeoises, de la propriété privée, ainsi que plus ou moins de limites à nos revendications, via notamment l'exigence d'une propagande commune qui conduirait à masquer des différences majeures. La liberté de critique à travers l'action commune est ainsi un principe essentiel du front unique. De son côté, la seconde dimension vise à unir et organiser un prolétariat hétérogène afin d'être suffisamment fort pour affronter la bourgeoisie, conquérir le pouvoir et in fine renverser les vieux rapports sociaux capitalistes, c'est-à-dire atteindre l'unité du prolétariat et sa mise en mouvement en vue de la révolution socialiste. Les victoires partielles réalisées à l'aide du front unique, retrait d'une loi antisociale, augmentation de salaire, amélioration des conditions de travail, droits supplémentaires, libération de détenus politiques, etc., aura de ce point de vue au moins 4 conséquences positives. À savoir le renforcement de la combativité des travailleurs par l'autodémonstration de la puissance de leur lutte de masse, l'autodémonstration de leur capacité à s'auto-organiser sans état bourgeois ni patronat pour résoudre leurs problèmes du quotidien, la réussite des actions communément menées contre le capital, et enfin l'affaiblissement du capital dans le rapport de force. Il est important de bien différencier les deux dimensions du front unique. En effet, le but principal n'est pas de prendre le pas sur les autres organisations en tant que telles, mais comme on l'a vu plus haut, de réunir au maximum possible le prolétariat afin d'être en mesure d'affronter le pouvoir bourgeois dans le but de se diriger vers le communisme. C'est-à-dire que la tactique est au service de la stratégie et non l'inverse. C'est aussi à rappeler dans la mesure où il n'y a pas de garantie absolue que nos organisations soient l'outil dont se doteront les masses pour faire la révolution. Peut-être que naîtront de la lutte d'autres organisations, d'autres dynamiques sur la base d'autres expériences. Inverser ou confondre stratégie et tactique serait alors le plus court chemin pour développer un grand sectarisme vis-à-vis des autres courants révolutionnaires ou du mouvement prolétariat. Quand le front unique a rempli son objectif
lorsqu'il n'est que littéral ou saboté, il doit finalement être redéfini ou rompu pour ensuite en tirer les leçons. Mais on doit faire preuve de loyauté aux partenaires tant que leurs éventuelles trahisons n'apparaissent pas clairement aux yeux des masses. On doit de même poursuivre le soutien à l'action si elle n'est pas finie, non pas dans l'optique de protéger un allié, mais dans celle de continuer à viser l'unité du prolétariat. En fait, la politique du front unique ne comprend pas en soi de garantie pour une unité de fait dans toutes les actions. Au contraire, dans nombre de cas, l'accord des différentes organisations ne s'accomplira qu'à moitié, voire pas du tout. Il est alors nécessaire de convaincre les masses en lutte que si l'unité d'action a échoué, ce n'est pas à cause de notre intransigeance formelle, pas pratique, sinon cela conduira à se couper des réalités, mais à cause des freins aux luttes provenant des réformistes. En pratique, il y aura 5 sortes de fronts uniques. Le front unique prolétarien, le front unique laborieux, le front unique anti-impérialiste, le front unique de circonstance, et enfin le front unique sociétal. Mais l'heure n'est pas venue de les décrire. Ce sera pour la prochaine fois. Au revoir.